Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, bonjour à tous. Oui, ça va, j'ai à peu près la forme. À peu près? Mais attends, tu rigoles ou quoi? On t'a laissé guéri d'une névrite, tu faisais de la réalité virtuelle, t'étais dans le métaverse, t'étais prêt à tout conquérir et seulement ça va un peu quoi? Non, ça va, mais bon, j'ai eu des petites rémissions sur mes douleurs neuropathiques, ça me fait un peu chier. Mais bon, j'y suis un peu habitué, donc voilà, tant que je peux bouger, on va dire, ça va à peu près. Mais des fois, je me dis, bon sang, quand c'est que ça va finir toute cette Bah histoire? jamais, parce que tu vieillis, donc ça va s'accentuer. Mais tu te rends compte, Rudy, que j'étais opéré il y a presque un an maintenant. Ça fait un an que je traîne ce bordel. Heureusement, il y a eu des améliorations, mais c'est toujours pas comme je voudrais. Bah c'est ta nouvelle norme, voilà. Ouais, c'est ça. Bienvenue au club. Alors, mon petit Rudy, ce que j'ai sur ma fiche. Alors, c'est de plus en plus éloigné de la musculation, des fois, mais bon. Bon, on va faire nourrir alors, on est Je prêt. prends ma fiche Philippe Risoli. Est-ce que tu as entendu parler du cannabis thérapeutique, là, ce qu'on appelle le CBD, le CBD. Voilà, CBD, tu vois, je suis tellement pas habitué, je vais dire le CDB. Non, Ouais, c'est CBD. bien sûr. Moi, j'avais pu tester parce qu'il y avait quelques marques qui s'étaient lancées à un moment, justement, qui m'en avaient envoyé, notamment. Moi, j'avais bien aimé, j'en avais parlé, la marque Sobari. Donc, c'est plus ou moins concentré tout ça. Et de ce que j'avais testé, je raconte un peu. Tu dormais vraiment d'une traite et tu sentais vraiment que ça t'aidait au sommeil. Après, sur tout ce qui était douleur, comme ça en parlait justement à l'UFC, les mecs en prenaient style pour les douleurs, tout ça. Moi, j'avais absolument rien senti. Mais c'est vrai que tu dormais mieux. Tu dormais mieux en prenant. J'ai Alors, Loïc qui me téléphone. Je peux pas le prendre. Attends, je le prends. Une seconde. Loïc, je suis en plein enregistrement de podcast, donc je raccroche tout de suite. À très bientôt. Merci. voilà, raconte-nous ton CBD. Alors, tu t'y es mis. C'est ça pour tes douleurs. Oui, non. C'est parce que ma femme, elle a des problèmes de sommeil, comme beaucoup de femmes, et donc elle utilisait notre super mélatonine, et globalement, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais ça l'aide. Et puis, en me promenant vers chez moi, je tombe sur un magasin de cannabis thérapeutique. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et comme j'essaye de m'insérer un petit peu dans le tissu local, je me suis dit, je vais rentrer, discuter avec les gens, tout ça, et peut-être que j'achèterai un petit truc pour montrer que je suis un bon local qui fait participer les commerces locaux. Bref, donc je lui dis, voilà, est-ce que ça marche pour aider à dormir, etc. Bref, il me sort un produit qui est censé calmer avant de dormir, si j'ai bien compris. Et donc, tu dois mettre des petites gouttes sous ta langue pendant 1 minute avant de te coucher, puis ça te relaxe et puis ça t'aide à dormir. Et apparemment, plus t'es grassouillet, moins t'as besoin de gouttes et plus t'es sec. Tu veux dire que ta femme n'a pas pris beaucoup de gouttes, c'est ça? Justement, il a dit qu'il faut commencer à 3. Donc 3 gouttes. Donc elle a pris ces 3 gouttes et franchement, il s'est rien passé. Il a dit qu'on pouvait monter jusqu'à 5 gouttes et puis qu'il fallait faire des cures parce qu'après on s'habituait. Mais pour le moment, la comparaison entre le CBD et la mélatonine, c'est que le CBD, ça marche vraiment pas du tout par rapport à la mélatonine. Et c'est un CBD à combien de pourcents? Ça, je sais pas. En fait. T'as plusieurs concentrations. Et donc, pareil, moi, quand j'avais testé, notamment la marque Sobari, avec laquelle je sentais vraiment des effets, les autres, j'avais rien senti. Je sais plus les marques qu'on m'avait filées. Et en fait, pareil, il disait pas dépasser 6 gouttes. Et en fait, j'en prenais 12, quoi. Au bout d'un moment.
Non, mais voilà, au bout d'un moment, on te dit 3 gouttes, 6 gouttes, tu te dis bon, allez, je vois que ça fait rien, allez, fais voir 12. Mais c'est parce que toi, t'es trop sec. C'est pour ça qu'il te faut beaucoup de gouttes. Mais à 12 gouttes, franchement, tu dormais vraiment d'une traite, tu te réveillais pas la nuit en fait. Ouais, d'accord. Eh ben, ok, bah, peut-être que je lui dirais de monter les gouttes. En tout cas, je connais pas la concentration. Par contre, je connais le prix au petit flacon. C'était 50 balles. Et crois-moi que si c'était pas pour m'insérer dans le tissu local, je serais reparti sans acheter le machin. Ah, bien sûr, c'est très très cher. En fait, c'est pour ça que moi, voilà, on avait filé, j'avais testé tout ça, mais j'en ai pas racheté parce que c'est vrai que c'était hors de prix. C'est hors de prix. C'est vrai Mais oh que, là et là. pareil, le vendeur a eu raison parce qu'en fait, ça marche en activant tes récepteurs. Donc, j'ai plus le nom exact, donc je vais pas m'en mêler les pinceaux. Mais en fait, c'est comme la caféine, quoi. En fait, si t'en prends tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait de moins en moins d'effet. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas en prendre tout le temps. Mais bon, après, comme tu dors pas bien, t'en prends, tu montes les doses, puis à la fin, t'es ruiné. Voilà. Ouais. Bah après, le risque de tous ces trucs-là, c'est que ça devienne une espèce de béquille et qu'ensuite, genre, t'appréhendes de pas le prendre parce que t'as un effet, puis après, t'as peur de plus avoir cet effet. Mais donc, bref, en tout cas, dans le match Super Mélatonine et CBD à 3 gouttes, et ben, Super Mélatonine, vainqueur par KO. Et alors, ce coup-là, en rapport qualité-prix, c'est vainqueur par KO technique et triple KO, Rudy. Ah bah, ouais, tiens, on le vend combien, le Super Mélatonine? 14 euros? Un truc du style, 15 Ouais, euros? c'est pas très cher. Ouais. C'est un de nos produits les moins chers. Alors, deuxième sujet, ben justement, puisqu'on parle de nos produits sur la boutique Superphysique Nutrition, eh bien, on a été obligé d'augmenter un peu nos prix sur quelques produits et surtout, on a fait un changement qui s'est vu. C'est que maintenant, on fait payer le vrai prix des frais de port pour les livraisons à domicile. Alors, en point relais, on est toujours sur un truc gratuit. Donc, c'est nous qui prenons à notre charge les frais de port en point relais. Mais sur le domicile, maintenant, ben, on vous refacture la totalité de ce qu'on paye à la poste. Alors qu'avant, en fait, on en prenait à notre charge une bonne partie, parce que je crois qu'on faisait payer, selon les pays, entre 5 et 10 balles, par exemple. Alors que bah, des fois, les frais de port, pour la Suisse, par exemple, eh ben, ça peut être 25 euros, voire 30 euros. Et oui. Et donc, du coup, bah, là, il y a des gens qui ont commandé et qui se sont dit, bah mince, avant, je payais 7, 8, 9 euros de frais de port. Et là, j'en ai eu pour 25 euros, c'est de la folie et tout ça. Et on a dû dire, bah ouais, mais c'est le vrai prix, en fait. Le vrai prix, c'est ça. Et donc, pourquoi on appelle ça, Fabrice? Parce que comme j'avais expliqué il y a 2 semaines, on vendait, je disais ça en rigolant, mais c'était vrai, on vendait à perte parfois. Ben, des fois, on vendait à perte, en fait, à cause des frais de port. Ben, ce qui se passe, c'est que on n'a pas augmenté nos prix depuis des années et des années. Et par contre, ben, au fur et à mesure des années, nos fournisseurs augmentent nos prix, donc notre marge baisse. Et puis, comme on prend sur notre marge les frais de port, et ben, sur certains produits, avec des frais de port très élevés qu'on prenait totalement à notre charge, plus bah, tout quoi, le prix, un carton ça coûte 1 euro, enfin bref, tout coûte cher. Et ben des fois, on était perdant sur les commandes. Donc on a dit bah voilà, on refacture tout. Bon, après, Et puis voilà. faut dire un truc, c'est que je sais pas vous, mais moi, pareil, là, j'ai récupéré mon colis super physique, je le fais livrer en point relais parce qu'en fait, comme t'es pas souvent chez toi, tu sais pas comment ils te le lire. En fait, ils te mettent un truc, faut aller à la poste. Donc en fait, autant mettre point relais directement. C'est sur ton chemin en général ou pas très loin de chez toi. Tu le prends quand tu rentres du boulot ou que tu vas à la salle. Et voilà, tu perds pas de temps et ça te coûte. Tiens, nous, ça nous coûte un peu, mais ça coûte moins cher à tout le monde entre guillemets. Alors que si tu livrer chez toi, finalement, une fois sur deux ou une fois sur trois, t'es pas chez toi. Donc en fait, c'est pareil, quoi. T'es obligé de te déplacer. Donc, autant faire point relais. Voilà, et indépendamment de ces trucs-là, alors attention, hein, en point relais, nous on paye des frais de port aussi, mais ils sont moins astronomiques entre guillemets que sur du domicile. Et donc malgré ce changement-là, eh ben on a dû aussi augmenter nos prix sur certains produits. Je vais pas les lister, vous les verrez vous-même, parce qu'en fait, voilà, on s'y retrouvait plus à force que les prix des fournisseurs augmentent, c'était plus possible. Et voilà. Et j'ai vu, alors juste à titre de comparaison, sur notre super oléagineux, l'autre coup j'étais chez Picard. Ils vendaient un mélange d'oléagineux, voilà, pour apéritif, ce qui est un peu ce qu'on a toujours recommandé ici, hein, plutôt que d'acheter des saletés pour l'apéritif de curly, des trucs comme ça. Eh ben, prenez des amandes, des noisettes ou quelque chose comme ça. Ça marche aussi en collation 4 heures, voilà. Et ben, donc, c'est pour ça qu'on avait inventé ce produit-là super oléagineux. Et il y en a plein qui font maintenant la même chose, mais moins qualitatif, hein. Ils rajoutent des raisins secs, ils mettent moins d'amandes et tout ça, moins de noix de cajou. Mais en gros, c'est la même idée, sauf que chez Picard, c'était 28 euros le kilo, pas bio. Alors que nous, avant l'augmentation de prix, on était à 19,90 sur un produit plus qualitatif et bio. Et puis là, on l'a mis à 22,90. C'est pour vous dire que voilà, on n'est vraiment pas cher par rapport aux autres. Bien sûr, je vais revenir sur un truc sur les frais de port rapidement. Parce que comme vous le savez, j'envoie mes livres chaque semaine de manière artisanale, donc le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche et puis Leader Project. Et
En fait, on se rend pas compte, mais je vais vous donner un petit truc secret. En fait, ce qui me coûte le plus cher, c'est pas le livre, c'est les frais de port. Et les frais de port pour envoyer un livre en Colissimo sont à 9 euros. Et donc, le livre me coûte moins cher à l'impression parce que j'imprime toujours par 200, 300, 400 livres. Donc, en gros, si je commandais par 100, bah, ça serait près pareil. Donc, ça me revient moins cher. Et en fait, les frais de port me coûtent plus cher que le livre. Donc, et les frais de port en plus Colissimo, je sais pas expliquer comment ça se passe parce qu'on a un contrat. Si, c'est ça. Moi, j'ai pas de contrat. Et donc, en fait, le Colissimo augmente chaque année aussi. Donc, à un moment, c'était 7 euros quelque chose. Maintenant, je suis à pratiquement 9 euros de C'est Colissimo. ça. Et donc, à chaque fois, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas si rentable que ça. Et donc, à chaque fois que je réédite des livres, je me dis, est-ce que je vais continuer encore longtemps? Parce que finalement, à la fin, je vais me bouffer les doigts, quoi. Ouais, bah, c'est tout à fait ça. Bah, nous, on est chez Socolissimo pour Superphysique. Donc, par contre, là, le service est top, de Socolissimo. Chaque année, ça augmente un petit peu. Alors, comme on fait beaucoup d'envois, on a une réduc, donc on paye moins cher que toi en individuel, mais ça reste élevé, quoi. Quand il y a un type qui commande à 6 ou 7 kilos de protéines, eh ben, t'as des frais de port qui sont monstrueux, quoi. Enfin, bref, on va pas parler de ça tout le long, mais du coup, on a dû faire ces petits changements parce que sinon, à la fin, on finissait par être une association à but non lucratif. Et c'est pas non plus le but du jeu. Alors, autre chose, Rudy. À un moment donné, j'avais dit qu'avec le VTT, j'étais pas tout à fait sûr qu'on travaillait les ischio-jambiers si on n'avait pas de pédale automatique. Et puis, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que ça travaillait un petit peu plus que je ne le pensais, spécialement quand on a des pédales très agrippantes, ou sans que ce soit des pédales automatiques, où la chaussure semble un peu fixée sur la pédale tellement il y a de petits crampons. Et voilà, ponctuellement, je sens mes ischio-jambiers qui travaillent. Et j'essaie de trouver une étude, même si on est contre les EMG, une étude qui indiquait voilà l'activité du quadriceps ou de l'ischio-jambier quand on fait du vélo, soit de course, soit VTT avec pédale automatique ou sans pédale automatique, dans les côtes et pas dans les côtes. Et ben j'ai pas réussi à trouver. Donc du coup, j'ai pas de chiffres, mais finalement les ischios travaillent plus que je ne le croyais. Je croyais que c'était un truc 90% quad, 10% ischio-jambier. Mais en tout cas, là, avec les pédales crampons, non. Je pense qu'on doit être à peut-être 70-30, voire peut-être 60-40 des fois, mais ça bosse beaucoup plus que je ne le pensais. Bah ouais, parce qu'avec tes pédales crampons, vu que tu peux mettre de pédales automatiques, je sais pas pourquoi, mais avec tes pédales crampons, tu peux un peu tirer entre guillemets, Exactement. ça te fait un peu les ischios. Après sur les EMG, je rappelle rapidement que c'est pas qu'on est contre, c'est qu'en fait, comme je l'apprends à mes élèves en BPGEPS en faisant les analyses tout ça, c'est que chaque individu va avoir en quelque sorte ses préférences de recrutement musculaire, ce qui fait que les analyses EMG sont des moyennes et rares sont les gens qui rentrent complètement dans les moyennes. Des fois, vous pouvez penser, je donne un exemple à la con, que le squat, ça vous fait les cuisses, les quadriceps, et puis en fait, ça vous fait surtout les fessiers. Et puis, à l'inverse, il y en a chez qui ça va faire vraiment les quadriceps et pas du tout les fessiers. Et puis, certains, ça va faire les ischios, puis les fessiers et pas du tout les quads. Ou bref, il y a plein de combinaisons différentes. Et en fait, pour chaque exercice qu'on fait, chaque mouvement qu'on fait, on a ce qu'on appelle des préférences motrices, pour reprendre le mot de Volodalen, de Cyril Gendre, mais vraiment là pour dès qu'on fait un mouvement, on a nos préférences et une fois qu'elles sont bien incrustées, et ben forcément c'est difficile de s'en défaire. Donc c'est pour ça que pour certains ça peut faire les ischios plus facilement que pour d'autres au vélo et que pour certains ça les fera pas du tout et pour certains ça fait les mollets. À chaque fois on disait ah mais tu veux des gros mollets, fais du vélo. Et c'est vrai des fois tu vois des gars qui font du vélo, t'as leurs mollets qui se contractent à fond, tu te dis oh putain ça gonfle. Puis toi tu fais du vélo, qu'à moi en tout cas, puis il se passe rien pour les mollets. Toi qu'on avait déjà pas beaucoup en plus des mollets, mon pauvre Rudy. Donc voilà, donc ça servait à rien et donc après on dit bah fais de la randonnée, puis tu fais de la randonnée, puis en fait rien du tout, ça passe rien non plus. Ok, bon bah voilà, donc c'était juste pour faire un SAV sur ce que j'avais dit. Je m'étais peut-être trompé. Donc t'as pris des ischios Fabrice alors? Non, non, j'irai pas jusque-là, mais Ah. finalement, à un moment donné, je me disais que impérativement, fallait compléter par de la musculation des ischios pour éviter un trop gros déséquilibre et tout le tralala, mais c'est peut-être pas aussi nécessaire que je le pensais, ou en tout cas pas dans les proportions que je ne le pensais. Donc voilà pour ce sujet. Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais je suis ma fiche. En me promenant dans les rayons, j'ai vu que maintenant le jus de pomme avait un Nutri-Score C, ce qui est très bien. C'est vrai? Ouais, maintenant c'est C. Mais j'ai Alors vu que les chocs à pic aussi c'était pas C, avant c'était A. Ça, je sais pas si c'était A, mais effectivement, il y a eu des changements dans le calcul du Nutri-Score il y a pas si longtemps. Et je crois que j'en avais un peu parlé ici, où j'avais dit qu'il y avait ceux qui faisaient du Yoplait ou les espèces de yogourt à boire hyper sucrés avaient fait du lobbying pour voilà que le Nutri-Score nouvelle formule passe pas ou quelque chose comme ça, parce que du coup, ils se retrouvaient avec une sale note.
Et j'ai l'impression que pour les jus de fruits, ils doivent être impactés aussi, parce que dans mon souvenir, ça faisait pas Nutri-Score, c'est un jus de Bah, pomme. attention au groupe des industriels du jus de fruits qui vont bientôt attaquer le Nutri-Score pour dire vous nous avez niqué nos ventes. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, au moins là, c'est plus proche de la réalité, parce que contrairement au mythe où les jus de fruits qui sont dans les packs sont bons à la santé, en réalité, c'est juste de l'eau sucrée. Une fois qu'on a enlevé la pulpe et que le jus de fruits a traîné je ne sais pas combien de temps dans la bouteille, spécialement si elle était en verre et exposée à la lumière, en fait, il n'y a plus rien dedans à part du sucre et de l'eau. Et donc, le Nutri-Score C est, de mon point de vue, tout à fait justifié. Et l'anomalie, c'était quand avant, on disait qu'un bon petit déjeuner, c'était genre un verre de jus de pomme, une tartine beurrée et de la confiture pour de l'énergie, et un verre de lait pour les protéines et le calcium. Tu te souviens de ce déjeuner idéal? Mais attends, on rigole, mais il y en a plein qui font ça encore, hein. C'est ancré en fait, hein. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui doivent prendre ça malheureusement. C'est ancré. Bah ouais, peut-être même qu'il y en a qui, à la place de la tartine de beurre plus Nutella, ils font tartine de beurre. À la place de tartine de beurre plus confiture, ils font tartine de beurre plus Nutella. Bien sûr, il y en a qui font ça, Il y c'est en a sûr. qui font ça, ouais. Ah, voilà. Avec du bon jus de pomme acheté en supermarché en version eau sucrée, de la baguette blanche avec de la farine T45 achetée au magasin. Bref, donc voilà. Le régal, quoi. Le régal. Mais en tout cas, là, au moins, ça dit la vérité, on va dire. Nutri-Score, c'est. Alors, je continue. Donc là, sujet un peu opiniâtre, Rudy, où chacun aura son avis. Donc Ah, je ne veux fais-moi pas rêver. parler trop longtemps. Mais non, je sais que toi, tu es très Décathlon. Hein, tu adores Décathlon. Tu considères qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Oui, il y a un bon rapport Voilà. qualité-prix Exactement, Décathlon, tout à fait. exactement. Et donc, moi aussi, j'étais plutôt Décathlon. Mais comme Ah, maintenant, j'essaye de faire de tissu local, eh ben, je suis devenu plutôt Intersport, vu que plutôt chez moi, pauvre, il y plutôt a un pauvre donc. Intersport. Et c'est vrai que c'est globalement un peu plus cher sur particulièrement les vêtements, puis ils ont moins de références et tout ça. Mais en tout cas, sur la partie cycle, j'en suis très content parce que ils vendent des produits qui sont relativement qualitatifs et pas très chers. Et puis en plus, il y a un service où tu sais il y a un type qui va te réparer un peu ton vélo, t'ajuster les freins et tout ça. Et comme c'est un magasin, on va dire à taille humaine, selon le terme consacré, et ben tu retrouves un peu les mêmes têtes et tout ça. Puis au final, c'est assez sympathique. Et me Oui, voici ils te devenu. connaissent maintenant. Ils disent bonjour, bonjour patron. Ouais, Merci d'être j'exagère un venu. peu, mais voilà, au final, je trouve que c'est pas si mal Intersport. Et la dernière fois que j'étais allé au Décathlon, justement, j'ai eu l'impression qu'ils devaient avoir des problèmes de recrutement, parce que d'habitude, les types connaissaient très bien les rayons, et puis là, je trouvais que les gens qui étaient dans les rayons, ils connaissaient moins, en fait, comme si ils avaient dû recruter des gens qui connaissaient moins, parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver des experts de rayons. Bref, tout ça pour dire, Rudy, qu'avant, j'étais très team Décathlon, et que maintenant, je suis un peu team Intersport. Oui, Et voilà, parce qu'on a compris que tu voulais t'incruster dans le tissu local. On a compris dans ce podcast que tu faisais ça. Mais sinon, Decathlon est un excellent rapport qualité-prix pour beaucoup de choses. À chaque fois que j'y vais, je suis toujours surpris de ce qu'ils font en plus par rapport à la dernière fois où j'ai été. Alors, j'y vais pas souvent, hein, mais je me dis, putain, mais ils sont encore améliorés, ils ont encore fait des trucs. Je dis, c'est incroyable, quoi. Je dis, c'est la folie, quoi. Eh Donc, ben oui, donc dites-nous en commentaire ceux qui sont plus team Décathlon ou team Intersport, même si voilà, je sais qu'Intersport est pas au niveau de Décathlon sur le nombre de références, mais en tout cas, sur la partie cycle, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors après, je continue ma fiche Rudy. alors, vas-y, fais-nous rêver. On est prêt. On est assis pour toutes les aventures du Fabrice Show. Alors, oui, il y avait eu une question sur le forum, mais là, on va repasser muscu. Il y avait quelqu'un qui a écrit un message sur le forum, donc désolé pour la transition, Rudy, peut-être, mais on repassera sur tes actus à toi Oui, après, t'inquiète, y a pas de qui souci. disait que, en gros, il faisait de la muscu depuis longtemps, voilà, il a des bonnes perfs. J'ai pas le message sous les yeux, donc il m'excuse, je redis pas son pseudo, mais il participe régulièrement au forum. Mais que la dernière fois, il a dû porter son fils depuis Ah le oui, sol, oui, c'est il s'est Val, blessé, c'est Val, c'est voilà. mon ancien élève, Tino. Et voilà, il s'est baissé et puis en portant son fils, il s'est fait mal au dos. Voilà, donc ce que j'ai compris que c'était un genre de petit lumbago, vous savez, le truc où tout d'un coup on se retrouve avec le dos bloqué. En gros, voilà, en faisant un mouvement assez basique, hein, on va dire. Et il se disait, mais comment ça se fait voilà, qu'en faisant de la muscu et tout ça, j'arrive à me blesser, voire même, est-ce que la muscu augmente pas le risque de blessure dans la vie de tous les jours parce qu'on est trop en confiance et puis finalement sur un geste comme ça, peut-être qu'il aurait dû s'appliquer un peu plus, il s'est pas appliqué ou quelque chose, puis du coup, il s'est blessé. Et moi, j'ai constaté ça aussi beaucoup quand je faisais de la muscu. Alors, je sais pas si on se blessait plus que les autres, mais plusieurs fois,
En faisant mes lacets, par exemple, je me suis bloqué le dos, ou à un moment donné, j'avais porté mon chien dans la voiture, mais pas dans le coffre, mais sur la plage arrière. Ah, Et mais il donc, était du coup, gros ton chien aussi. il faisait 30 et quelques kilos. Ah bah voilà, Et, c'était une boule. et j'avais dû le porter, puis me tordre un peu le dos sur la droite pour pouvoir le mettre sur la plage arrière. Tu vois, c'était pas juste avec le dos dans le même axe pour le mettre dans le coffre. Et là, c'est pareil, je m'étais bloqué le dos. Et du coup, j'avais beaucoup réfléchi, mais je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que, voilà, tu fais du soulevé de terre, tu fais du squat Mais gobelet, du parce que t'es machin. fort que dans une position spécifique, encore une fois. Ouais, alors c'était aussi mon analyse, mais après on pouvait se dire aussi qu'on n'était pas assez mobile. Mais moi, je faisais plein d'étirements et j'étais très mobile, et donc j'expliquais pas tous ces trucs-là. Et alors, ma théorie, mais je peux me Ah, tromper, allez, on est prêt. c'est qu'en fait, la musculation, ça raidit le dos, Ah oui, spécialement après les séances de musculation. Et bien donc, sûr. du coup, quand on fait des exercices de mobilité en dehors de la musculation, par exemple, on est dans un contexte de mobilité, donc on est relativement détendu et du coup, bah, on fait ces étirements, par exemple, ou ces trucs-là en étant détendu à la fin de sa séance. Et là, bah, on a de la mobilité parce qu'on est détendu. Mais quand on est après dans la vie de tous les jours, eh ben, j'ai l'impression que la musculation, ça nous crispe un petit peu naturellement, ça nous donne un espèce de tonus, je Bien dirais, sûr. Accentué. excessif. Voilà, Bien sûr. excessif. Et en fait, à la suite du message, il y a des gens qui disent, ah ben, pour pas se niquer comme ça, il faut que tu fasses plus de gainage, machin, faut que tu t'appliques plus en te baissant et tout ça. Mais je suis pas sûr que ce soit ça parce que je pense que c'est l'inverse. En fait, c'est comme si on avait trop de gainage et qu'on n'était pas assez détendu. Et du coup, ce qui fait que des fois, quand on va prendre une position très légèrement inhabituelle, eh ben, le dos va se crisper, puis ça va provoquer un lumbago. Enfin, c'est ma théorie. Et donc, mais je pense pas que le problème, c'est une histoire de gainage ou quoi que ce soit. C'est plutôt l'inverse. C'est qu'on est trop tendu. Et particulièrement, vous avez déjà fait l'expérience, après une séance dos ou après une séance cuisse, si vous faites du squat, et ben souvent pendant les jours qui suivent, on a le dos un petit peu plus raide encore que d'habitude. Et voilà. Et ma théorie, c'est plus ça en fait, c'est que on est trop crispé. Et voilà. Et puis il y a aussi ce qu'a expliqué Rudy, qu'effectivement on est fort sur que certains angles et pas tous les angles. Mais là, quand il s'agit voilà de soulever son gamin depuis le sol, quand même. On n'est pas censé devoir faire du comment ça s'appelle, du Zercher squat, là où j'ai oublié comment ça Oui, c'est s'appelle, ou ça. du soulevé de terre dos rond pour se renforcer et être capable de soulever son gamin du sol, quoi. Il y a des filles qui font pas de muscu puis qui arrivent sans avoir de lumbago. Donc voilà, ma théorie ce serait plus qu'on a trop de tenue, c'est qu'on est trop crispé. Et j'avais vu ça aussi quand je m'étais mis à la salsa il y a longtemps. Alors j'ai arrêté depuis, hein, mais où j'arrivais pas en fait à bouger mon bassin en fait pendant la salsa. Alors que avant de faire de la musculation, pour ceux qui avaient vu ma petite routine de mobilité que j'avais présentée sur YouTube, mon bassin, j'arrive très bien à le bouger quoi, en mode hula hoop. Il y en a même qui se sont moqués puis qui ont cru que c'était la gay pride quoi, tellement je bougeais bien le bassin. Mais c'est dans un c'est dans un contexte où je conscientise le fait de bouger mon bassin. Voilà, c'est la mobilité de début de séance. Je me détends et je dis, voilà, bouge ton bassin, etc. Et de la même façon, en fin de séance, quand je fais mes étirements, je suis en mode détente, voilà, je ferme les yeux, etc. Je relâche, etc. Mais quand je faisais de la salsa, eh ben, j'étais pas en mode détente, en fait. Dans mon mode habituel. Et mon mode habituel avec la muscu et avec tout ce passif de muscu, eh ben, c'est d'être crispé. C'est ça la vérité, c'est d'être crispé. Et y compris quand je fais du vélo, je vois bien que j'ai tendance à être crispé. En fait, mon dos est crispé. En fait, les poignets quand je les attrape, je les serre un peu fort. Mes coudes, ils sont un peu verrouillés. Enfin, tu vois, c'est pas comme si je faisais du développé couché, mais un peu pareil. En fait, j'ai toujours cette espèce de tonus. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait que des fois, on se blesse bêtement. C'est pas tant parce qu'on manque de gainage, ce serait un comble en faisant de la muscu, mais c'est parce qu'on est trop tonique sur des positions inhabituelles. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie, Ouais, ben Rudy? on en avait parlé, notamment moi avec le kayak, où pour avoir testé pas mal d'athlètes là depuis maintenant quelques années sur la mobilité, voilà, l'analyse articulaire, comment ils bougent, leur force, tout ça, et j'ai souvent été surpris en fait de les voir beaucoup moins gainés que moi, beaucoup moins forts, et de me dire, mais c'est bizarre, ils sont beaucoup plus stables que moi sur l'eau, alors que moi sur l'eau j'ai l'impression de pas être stable. Enfin, du moins maintenant ça va à peu près, mais ne pas avoir leur stabilité, je l'ai toujours pas. Et en fait, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas une histoire de gainage, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, avec la muscu, on a cette tendance par
parce qu'on cherche peut-être la sécurité, le fait à pas se blesser, à pas se déformer, entre guillemets, et de tout bloquer. Et comme on fait ça pendant des années, c'est vrai qu'après, on a du mal à avoir ce relâchement, cette fluidité. En fait, on perd en fluidité. Et là, tu parlais de la salsa. Moi, c'est pareil. Le bassin, je peux bouger facilement. Mais s'il y a un rythme ou quoi, en fait, j'ai besoin d'intellectualiser, voilà, c'est ça le mot, le truc, parce qu'en fait, je vais vouloir le comprendre et le gérer, et ce sera pas fluide, en fait, ce sera un peu mécanique, et c'est moi qui contrôlerai avec mes muscles le truc. Et il n'y a pas, ouais, effectivement, cette fluidité, et c'est effectivement possible que la muscu, vraiment, quand on en fait beaucoup, comme nous on a fait, et comme moi je fais toujours, et comme beaucoup font ceux qui nous écoutent, eh ben, en fait, est tendance justement à nous raidir. Alors, dans un sens, c'est bien, parce que ça protège aussi un peu des blessures, voilà. Mais dès qu'on sort de ce schéma-là, t'en avais parlé il y a très longtemps avant que tu te blesses, on se renforce que dans un plan quand on fait de la muscu. Souvent, on se renforce pas d'un point de vue latéral, d'un point de vue des inclinaisons, tout ça, des rotations. Et comme on se renforce pas de ce côté-là, dès qu'on fait une rotation, en fait, c'est comme si comme en plus on est archi-gainé, c'est comme si on forçait un mouvement qu'on n'avait pas, ou on n'a pas de force, et donc on se pense fort, alors qu'en fait on est faible sur ce mouvement-là. En fait, on est sédentaire de plein de positions, en plus quand on fait de la muscu, quoi. Donc ouais, il y a ces deux choses-là, je pense, qui expliquent en fait que on n'est pas plus fort que la personne sédentaire sur certains angles qu'on travaille pas, voire même on est plus faible. Et il y a la muscu qui rend effectivement plus rigide, parce qu'en plus, en même temps, souvent, on fait des mouvements qui sont assez contrôlés, même si on cherche à exploser, c'est jamais des mouvements très fluides, très rapides, c'est pas de la pliométrie. Donc, c'est des choses qui rendent plutôt lentes, et après, on a du mal, en fait, à être fluide, et la fluidité, c'est plus une histoire de coordination qu'on n'acquiert pas avec la musculation, où c'est une coordination, on va dire, très lente, et pas une coordination fine, comme ça pourrait être le cas, justement, en kayak ou en natation, où là, c'est vraiment quelque chose de très fluide qu'on n'a pas. Là, peut-être que, comme toi, tu nages, tu es peut-être de plus en plus fluide. Moi, au kayak, je suis de plus en plus fluide, mais je vois que j'ai pas encore la fluidité des champions, quoi, et que je l'aurai peut-être jamais, à cause, sans doute, de la muscu, qui fait que j'ai envie quand je force, j'ai envie de tout bloquer, quoi. Alors que, normalement, on devrait pouvoir bloquer que ce qu'on veut bloquer, que ce qui doit se bloquer pour avancer, quoi. Oui, 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 tout à fait. T'as bien expliqué. J'ai une petite amélioration à force de nager, puis même le VTT, comme on est un peu courbé en avant, tu vois, je suis un peu obligé de me relâcher des fois, mais c'est difficile de pas être crispé, en fait, c'est vrai. Hein, Bien sûr, j'ai du mal. mais Ouais, moi, j'ai du c'est mal. pareil, quand je faisais un peu de vélo, qui là, pas sur mon backyard, mais quand j'en faisais un peu dehors, en fait, tu finis, t'as mal au cou, t'as mal aux épaules, en fait, Exactement, c'est ça. t'es crispé, alors qu'en fait, t'essaies de te relâcher, mais en fait, t'as pas cette finesse au début, et après ça vient, hein, mais cette finesse dans la force à mettre, en fait. C'est soit tu forces soit tu gagnes pas. Exactement. Alors qu'il y a un entre-deux, en fait. C'est comme, euh, voilà, si tu veux bien respirer, tu veux utiliser le diaphragme, utiliser le transverse, tout ça. Et en fait, celui qui apprend ça au début, en fait, comme il n'utilise jamais, ou un peu trop, justement, notamment son transverse quand il fait de la muscu pour bien serrer le ventre, en fait, t'arrives pas à avoir cet entre-deux, ou cette multitude, entre guillemets, de variations de force que tu devrais avoir. Soit tu as à fond, soit tu as pas, quoi. Et normalement, Ah, progressivement, à force de l'activité, et moi je le vois quand je vais en stage de kayak et que je fais une muscu dans la semaine, voire j'en fais pas, je vois que je suis beaucoup plus fluide en fait. Hein, vraiment, tout est beaucoup plus fluide, le geste est mieux, tout est mieux, quoi. Mais après, tu refais de la muscu. Alors maintenant, moins parce que je fais plus de la musculation, on va dire sportive. Et j'en ai parlé sur mon Patreon pour ceux que ça intéresse. Mais ouais, en fait, sinon, si tu fais de la muscu classique, ouais, t'as tendance, en fait, soit t'as de la force, soit t'as pas de force, quoi. Il y a pas cette fluidité qui, pour moi, est vraiment la coordination motrice très fine. ouais, et c'est rigolo que tu parles du mal de cou parce que je suis le seul au VTT qui, quand les séances de VTT sont un peu longues, en fait, j'ai mal au cou. Et au début, j'ai cru que c'était peut-être lié à un problème de mobilité du cou, Non, mais non, non, même pas. C'est parce qu'en fait, tu voilà, crispes. ouais, c'est ça, je crispe. En fait, je tiens le guidon. J'exagère un peu, mais c'est pour donner l'idée. Il dort le En guidon, fait, le type. je tiens le guidon et c'est comme si je faisais c'est comme si j'étais dans la position haute du développé couché, quoi. En fait, je sens que les trucs se contractent. Et j'ai beau me dire, allez, détends-toi, détends-toi, je vais me détendre 5 minutes, mais assez rapidement, il y a tout qui se recontracte à nouveau. Et effectivement, à la fin, j'ai mal au cou parce qu'en fait, j'ai contracté le cou pendant je sais pas combien de temps. Et bref, voilà, donc c'est Bien pour sûr, non, dire mais que... je vois exactement le truc. Hein. Moi, quand je faisais le kayak au début, là, pareil, tu finis, t'as les avant-bras qui sont démontés, ils sont tout congestionnés, t'as les épaules toutes congestionnées, t'as tout qui est congestionné. Puis progressivement, en fait, comme tu disais la dernière fois, il y a 2 semaines, au bout d'un moment, tu trouves un peu la force à mettre et donc tu congestionnes moins et c'est plus fluide et t'avances plus en forçant moins. Et c'est vraiment l'inverse de la muscu où justement t'as de la force en forçant plus, quoi.
et ta performance est directement reliée à l'intensité que tu vas mettre. Et en fait, dans la plupart des sports, pas forcément. En fait, il y a toujours cette histoire, en tout cas en kayak ou en aviron, il y a une histoire de relâchement ou en natation. Et c'est pas parce que tu te crispes tout que tu vas plus vite. En fait, t'es tout sauf fluide. Et si t'es pas fluide, bah t'avances pas. Voilà. Et tu gages beaucoup d'énergie en plus. Voilà. Et alors, du coup, je voulais aussi répondre à un truc. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube en disant que je cassais la musculation maintenant que j'en faisais plus, tout ça, puis qu'il était un peu déçu que je critique la musculation ou quelque chose comme ça. En fait, moi, j'ai fait de la muscu pendant 26 ans et je suis un grand passionné de musculation. J'adorais la musculation. J'étais heureux de faire mes curls pupitres avec haltère, de voir mon biceps congestionné. Une des meilleures sensations que j'ai eues en musculation, c'était quand j'avais testé le squat avec des chaînes, voilà, où là j'étais heureux de cet effort-là, le ressenti que j'avais eu sur De les faire tes photos en quadriceps. slip pour Superphysique. Le ressenti que j'avais eu le lendemain au quadriceps qui était, je sais pas, un petit peu courbaturé ou tendu sur toute la longueur, et du coup ça me disait, ah, j'ai vraiment fait une super séance, là j'ai entre guillemets des petites douleurs dans toute la cuisse, c'est que ça a bien bossé, tout ça, bref. J'étais un grand passionné de muscu. Et en fait, limiter les mouvements polyarticulaires un peu dangereux déjà sur la fin de la période où je faisais de la muscu. Par exemple, ne plus faire de rowing yachts, ne plus faire de squat arrière et passer au squat avant ou du squat gobelet. J'étais très déçu en fait, ou d'arrêter le développé militaire. Ça, moi j'aurais voulu continuer en fait. Là, si j'étais indestructible, mais je bombarderais la muscu comme avant. C'était le grand plaisir de ma vie, la muscu. Et en fait, si je vais vers d'autres activités, c'est par dépit, voilà. Alors j'essaie de trouver du plaisir dans les autres activités, puis effectivement quand même aller nager dans le lac quand il fait soleil, voilà, c'est sympa. Faire du VTT, c'est sympa. Mais il faut reconnaître que moi, mon grand plaisir dans la vie, c'était de faire du squat avec une barre. Et donc j'ai toujours adoré la muscu. Le truc, c'est que c'est délétère et que jamais je veux revivre ce que j'ai vécu cette année-là et qui n'est même pas encore terminé. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont eu des problèmes de dos liés à la muscu ou pas, des hernies multiples, des machins et tout ça, je peux vous dire que tout le monde dit plus jamais ça en fait. On a beau se dire, allez, je me fais plaisir en faisant voilà n'importe quel sport, peu importe les dégâts, je fais de la muscu, peu importe les dégâts, mais je peux vous dire que quand vous avez mal au dos, vous n'avez pas envie de revivre ça et tout le monde le dit, tout le monde le dit. Parce que le dos, c'est voilà, c'est l'expression va bien, c'est la colonne vertébrale de votre corps. Et donc du coup, quand vous commencez à avoir mal là, eh ben toute votre vie est modifiée et même vous perdez confiance en vous parce que vous avez besoin de vous servir de votre dos tout le temps en fait. Donc après il y a plein de gestes que vous osez plus faire et tout ça, donc ça a des tonnes et des tonnes d'impact d'avoir une douleur au dos persistante sur des gestes quotidiens. Et donc tout le monde dit je veux pas revivre ça. Et voilà. Et donc, dans un monde idéal où je serais indestructible, eh ben, je bombarderais la muscu, spécialement les exos qui sont risqués pour le dos. Mais malheureusement, le monde n'est plus idéal. J'ai 44 ans et puis, bah voilà, j'ai dû laisser tomber la muscu. Mais je suis toujours passionné, mais On refait voilà, un peu de bras, on refait un peu de bras. Ouais, mais après, tu sais, c'est un peu la logique du tout, rien. Bon, voilà, si c'est pour faire un petit peu de Tu fais que curl les bras? pupitre, c'est un petit peu ridicule. Et puis, justement, je voudrais réussir la transition. Et si je fais ça, je vais pas réussir la transition. Mais la transition n'est pas si simple, hein, parce que j'adorais la muscu. Voilà. Donc, Bah, en fait, ce qui est plus dur, je pense, pour moi, ce qui serait dur, c'est de perdre complètement ce qu'on a développé avec la muscu. Toi, t'es passé à autre chose, mais moi qui m'entraîne toujours, en fait, je vois que bah, mes perfs tiennent, mon physique tient. Si vraiment je veux perdre, bah, je mange moins, voilà, je saute une séance, mais ça tient globalement, quoi. Globalement, je suis à 90% de ce que je faisais, donc et ça tient sans que j'ai même si vous me voyez m'entraîner, vous allez dire, ah, il force comme un fou. Je force quand même beaucoup moins qu'avant, quoi. Donc, et ça tient. Et donc, je maintiens quand même un certain physique, donc ça va. Mais c'est vrai que de tout perdre, ça, c'est un peu plus dur, quoi. mhm. Enfin, anyway, donc tout ça pour dire que si vous êtes passionné de muscu et que vous en faites et que vous avez pas mal, eh ben réjouissez-vous. Euh, je Ça va peut-être pas durer. je suis ravi pour vous et je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, moi j'ai choisi le choix de la raison, mais effectivement, j'adorais la muscu. Et ben j'arrête là Ah, ok, ma voilà. petite fiche. Je fais un truc rapide. Après, je veux traiter une question qu'on m'a envoyée par email. Il y a 2 semaines, j'avais parlé d'un mauvais commentaire que j'avais reçu sur mon livre et vous avez été nombreux à mettre des commentaires positifs sur mon livre, donc le guide de la musculation naturelle, celui qui est disponible sur le site du diable, donc, alias Amazon. Et donc, vous avez été 6 à mettre un commentaire positif. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps. Ça me fait plaisir quand je vois un bon commentaire à la place d'un mauvais commentaire.
Donc, voilà, merci à ceux qui ont pris le temps. Attends, Rudy, je rebondis là-dessus. Je voulais pas en parler, mais alors j'écoute un podcast qui s'appelle Spanish Intermediate. Voilà, podcast. Et en gros, c'est un podcast d'espagnol qui est sur Spotify et sur plein de plateformes. Et le type a globalement des bonnes notes. Il a 5 sur 5. Et la dernière fois, il a parlé dans son podcast d'un mauvais commentaire qu'il a eu avec un type qui a mis une sale note et qui a dit oui, il n'y a pas de transcription. Où sont les transcriptions? Je veux une transcription, etc. Alors qu'en plus, c'est même pas vrai. Je veux. Voilà, je veux. Donc pas poli, rien et tout ça. Et en plus, le type racontait de la merde parce qu'il y a bien une transcription. Il faut aller cliquer sur un lien et mettre son email et tu as accès. Donc, et le type a laissé un mauvais commentaire. Et donc le podcasteur, il a dû dans son podcast, comme toi la dernière fois, perdre 5 minutes pour dire oui, celui qui a laissé ce message-là, c'est pas très sympa, ce serait bien de l'enlever, les transcriptions sont là. Et il a expliqué, il a dit que voilà, l'algorithme ou les algorithmes des plateformes, ils se basent aussi sur les notes. Et si son podcast, il est autant proposé, c'est parce que jusqu'ici, il a la note de 5 sur 5. Et en fait, un mauvais commentaire, peut-être, ça peut lui... Ça va lui nuire, bien sûr. Son podcast sera moins... En fait. Il sera peut-être moins visible. Il sera peut-être moins visible. Et voilà. Et on a aussi le cas, des fois, sur nous, notre fiche Google My Business, où à un moment donné, on avait la moyenne de 5 sur 5. Et il y a un type, un coup, qui nous a mis à 1 sur 5 ou à 2 sur 5. Et si vous vous souvenez de quand vous étiez à l'école, c'est très dur d'avoir une moyenne de 20 sur 20 si à un moment donné, vous avez eu un 0 sur 20 à une matière. En fait, pour rattraper un 0 sur 20, c'est quasi impossible. Il faut avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de 20 sur 20 maintenant pour que la moyenne revienne à 19,95. Donc, c'est pour ça que les commentaires, c'est important et que j'en ai parlé il y a 2 semaines pour mon livre et que c'est pareil, si vous avez du temps et l'envie de nous aider à faire connaître le podcast, que vous passez un bon moment en nous écoutant chaque semaine, les commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify sont les bienvenus. Moi, je les lis quand il y en a des nouveaux. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu de nouveaux sur Superphysique, mais sur Leadercast, je sais que j'en ai régulièrement. Et sur Secret du Sport, j'en ai aussi régulièrement. Mais comme ils sont plus petits, on n'a pas beaucoup de commentaires. Donc voilà, si vous avez du temps et vous souhaitez nous aider, c'est avec plaisir. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure, je vais traiter une question que j'ai reçue par email. Une question de Florian. Donc Florian, je vais résumer parce que son message est un peu long. Il suit Superphysique depuis 2012. C'est l'époque où il s'était mis à la musculation. Aujourd'hui, il a 36 ans. Il est papa d'un petit garçon de 3 ans. Et il a fait de la musculation par intermittence. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'il fait de la musculation par intermittence. Et aujourd'hui, il a envie de faire de la musculation, de vraiment progresser. Alors, je vais mettre un contexte. Il fait 1m80, 65 kilos. Et quand il a eu 16 ans, un petit AVC, duquel, a priori, il s'est remis presque complètement. Et donc, il m'écrit parce qu'il me dit, donc à la base, c'était pour une demande de coaching, donc à laquelle j'ai pas donné suite, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, depuis que il a décidé de se remettre vraiment au sport, son rythme est le suivant. 3 séances de CrossFit par semaine, 1 heure, mardi, mercredi, vendredi, 2 séances de musculation d'1h30, donc des full body identiques, donc un full body classique, je vais pas décrire, mais voilà, un truc très classique comme on peut retrouver sur Superphysique, et une séance de Krav Maga de 2 heures le mardi soir. Donc le mardi, en fait, il fait une séance de CrossFit et une séance de Krav Maga. Lundi, jeudi, il y a muscu. Mercredi, il a CrossFit et vendredi, il a muscu. Et donc le week-end, il fait rien. Donc il adore le CrossFit, pour l'aspect cardio, le dépassement de soi, il veut continuer à en faire. Et donc, il fait 2 séances de muscu en full body. Et donc, il m'écrit, il me dit, voilà, j'aimerais vraiment prendre du muscle, c'est mon objectif. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, je lui réponds, je lui dis, pour moi, c'est compliqué aujourd'hui, avec 3 séances de CrossFit, une de Krav Maga et seulement 2 de muscu, de vraiment progresser en muscu. Et je lui demande donc, quels sont exactement ses objectifs? Et donc, Florian me répond, je vais lire son message en partie. Je n'ai pas l'ambition de devenir aussi costaud que toi, simplement d'atteindre 72 kilos en étant bien dessiné, genre Bixen Telissarasu quand il joue au foot. Donc je répète, il fait 1m80, 65 kilos, il a 36 ans, il a un enfant, ça fait 10 ans qu'il fait de la musculation par intermittence, et il fait 3 CrossFit, 2 muscu full body et un Krav Maga. Mes priorités sont claires, être en santé, en forme physique et avoir un corps dont je suis fier. La forme physique pour moi, c'est être musclé, mais aussi avoir une bonne caisse cardio, et ça, aujourd'hui, sans le CrossFit, je négligerai le deuxième. Avoir un corps dont je suis fier, abdos visibles et plus musclés à 72 kilos. Je pensais qu'avec le programme en place, aujourd'hui, je pouvais y arriver, mais tu me sembles me dire que non. Fabrice, qu'est-ce que tu penses du cas de Florian, qui veut prendre donc 7 kilos de muscles en faisant 2 séances de muscu, 3 CrossFit, une séance de Krav Maga,
qui, qui est donc papa d'un jeune de 3 ans, qui a 36 ans. Est-ce que c'est possible? Ouais, je vais te laisser répondre sur la partie physique et je vais juste répondre sur la partie un petit peu psychologique parce que du coup, comme je suis un peu là-dedans, en fait, ce que j'ai constaté et aussi en discutant avec d'autres gens puis en regardant voilà les gens du VTT ou voilà, en fait, ça fait très bizarre, mais la plupart des sports donnent pas de muscles. Alors, je sais, c'est un truc de fou. Parce que nous, on est habitué à faire de la muscu, puis on fait de la muscu, voilà, on s'entraîne, voilà, 3 ou 4 fois par semaine, par exemple. Et puis, on a des muscles, a priori, quand on fait de la muscu correctement, puis qu'on s'alimente correctement. Donc, on fait du sport, entre guillemets, si on considère que la muscu est un sport. Et puis, hop, il y a des impacts, on a des muscles. Et là, je me disais qu'en faisant de la natation et du VTT, qui sont quand même des sports un petit peu musculaires, j'aurais des muscles, on va dire, au moins un petit peu. Et puis que ceux qui font du VTT avec moi, ils devraient avoir des cuisses ou quelque chose comme ça. Voilà. Je peux vous dire qu'au VTT, la plupart des gens du VTT, on voit pas qu'ils font du VTT en fait. Ils ont pas même pas spécialement de cuisses ou quoi que ce soit. À la limite, ce qui fait qu'on voit qu'ils font du VTT, ce serait s'ils se rasent les cuisses, quoi. Mais en fait, C'est juste qu'ils ont un beau vélo. Ils ont un beau vélo. Ouais, mais en fait, il y a rien de spécial, quoi. Et je dis pas qu'ils sont mauvais en VTT, hein, pas du tout. Ils sont meilleurs que moi, ils pédalent, etc. Alors après, bon, des fois, ils gèrent mieux les vitesses que moi, mais tu vois, ils sont sportifs, en fait. Il y en a qui sont sportifs, qui font du VTT plusieurs fois par semaine, etc. Mais franchement, visuellement, il y a rien à montrer. Sincèrement, il y a rien à montrer. Et là, moi, je suis quand même un petit peu actif, là, avec la nage que je fais tous les jours, voilà, le VTT et tout. Franchement, voilà, j'ai pas de bide, j'ai des abdos, j'ai un petit reste de muscu, mais je pense que si j'avais pas fait de muscu avant et que je faisais juste nager et faire du VTT, j'aurais pas grand chose du tout à montrer, hein, sincèrement. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire, bah merde, je fais du sport entre guillemets, mais il y a vraiment très très peu de corrélation avec le muscle. Alors que si je faisais, comme l'a dit Rudy, 4 séries de 20 au curl pupitre et puis 4 séries de 20 au curl incliné 2 fois par semaine, ça se trouve, je vais me mettre à prendre des biceps alors que ça va me prendre un quart d'heure dans la semaine. J'exagère un peu parce que c'est pas vrai avec les temps de repos. Ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps. Mais par rapport au temps consacré et le résultat que ça va avoir sur mon physique, c'est le jour et la nuit, quoi. Et c'est vrai que mentalement, ça fait très bizarre parce qu'on a tellement associé le fait de faire du sport et d'être raisonnablement balèze, parce que ceux qu'on voit souvent qui font du sport à la télévision où ils font tous de la muscu à côté, puis du coup ils ont vraiment un corps qui suit le sport entre guillemets, mais en réalité quoi, quand tu fais pas beaucoup de muscu, la réalité, c'est que t'as pas de muscle, quoi. Et donc, c'est très bizarre. Et donc, du coup, là, lui, il fait du Krav Maga un petit peu, et puis il fait du CrossFit. Le CrossFit, on en a déjà parlé plein de fois. Je suis pas sûr du tout que ce soit l'idéal pour prendre du muscle. Et donc, au final, ce qu'il fait, c'est 2 séances de muscu full body par semaine. Et la vérité, c'est que 2 séances de muscu full body par semaine, c'est pas très efficace pour prendre du muscle, spécialement si ça fait déjà 10 ans qu'il fait de la muscu. Faudrait qu'il passe à quelque chose d'autre, mais dans ce cas-là, ce serait plus compatible avec le CrossFit. Mais je comprends ce qu'il veut dire en disant, ouais, j'ai pas le physique qui correspond à ce que je me dépouille dans la semaine en termes sportifs. Bah oui, parce qu'en fait, c'est la réalité. La réalité, c'est ça, c'est que même des activités dites un peu musculaires, comme je mets le CrossFit dedans, la natation ou des trucs comme ça, ça rend pas très musclé. Et ouais, c'est bizarre. Si tu fais pas de muscu, ça rend musclé. Alors après, tu as pris l'exemple des champions. Les champions, souvent, c'est la minorité très très douée qui a commencé très jeune son activité physique ou plusieurs activités physiques et qui en fait profite d'antécédents, de connexions nerveuses accrues, d'un potentiel de développement musculaire accru, d'un développement de force accru, qui en fait n'est pas le cas de la plupart d'entre nous qui ne sommes pas très doués en fait et qui doivent faire vraiment beaucoup d'efforts et se concentrer sur une activité en particulier pour y progresser. Et là, pour prendre du muscle, la muscu. Et donc, je vais revenir sur le cas de Florian, donc qui est assez intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que Florian, donc, aujourd'hui, moi, quand les gens me contactent et que donc c'est un très bon message qui m'a fait Florian pour me décrire sa situation. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il a 36 ans, donc c'est-à-dire que son potentiel de développement musculaire n'est pas le même qu'il y a 10 ans quand il a commencé la muscu. Donc, quand on démarre à 36 ans, moi, je compte pas les 10 ans qu'il a fait auparavant, qui sont pour moi par intermittence. Voilà, il est semi-débutant. Moi, j'appelle ça semi-débutant. Donc, il m'a pas dit ses performances, mais voilà, il doit pas être très fort vu qu'il fait 1m80, 65 kilos. En plus, il fait du squat, il fait du développé couché. Donc, bref, il doit pas être très fort. Donc, je vois ça. Donc, il commence la muscu. Il a des contraintes
parce qu'il a 36 ans, donc il a plus le potentiel qu'il avait à 20 ou 25 ans, donc il va progresser beaucoup moins vite. Il a un petit bébé de 3 ans, donc un petit gars qui va lui bouffer du temps, donc il va falloir s'en occuper. Ça se trouve, il dort pas, ça prend du temps. Et sans doute une femme, peut-être qu'il est marié, donc bref, il y a aussi ça. Il y a sans doute ses amis, il a une vie sociale. Donc déjà, il y a déjà des contraintes qui sont contre lui, en dehors du fait qu'il fasse du crossfit, de la muscu, du Krav Maga, pour ses objectifs. Parce que, et c'est là que je vais contextualiser, prendre 7 kilos de muscle quand on a 36 ans, c'est contrainte. On fait 1m80, 65 kilos, ça fait 10 ans qu'on bidouille. C'est presque impossible, sauf à condition de s'y mettre à fond. Et quand je dis à fond, c'est 4 séances par semaine, d'1h30, 2h, de faire des étirements à côté, de faire un peu de cardio à basse intensité à côté, d'avoir une diète calibrée 95% du temps, et ceci pendant 3, 4, 5, 6 ans. C'est-à-dire que s'il veut prendre 7 kilos de muscle, donc avec les abdos visibles et musclés, donc ça se trouve peut-être qu'il n'a pas les abdos visibles, parce qu'il disait dans son message qu'il était un peu skinny fat, donc un peu de gras autour du ventre aussi, sans doute il va faire ça s'il s'y met à fond quand il aura 41 ou 42 ans. Sachant qu'en plus il y aura le vieillissement, donc sans doute vers 42 ans, donc ce qu'il fera, il aura pris peut-être 3-4 kilos au début, et puis après il va prendre 1 kilo par an, 500 grammes par an, ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Et ça, s'il fait de la musculation à fond, et qui fait pas vraiment d'activité cardiaque intensive à côté, seulement de la basse intensité et 1 ou 2 fois par semaine. Et donc, c'est ce que j'ai dit à la fin, je dis, bah voilà, écoute tes objectifs, moi je comprends, mais est-ce que tu es prêt à réduire par exemple le crossfit à 1 séance par semaine et qu'on passe à 3-4 muscus? Parce que concrètement, c'est ça aujourd'hui. Et dans sa réponse, et il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, c'est que, en fait, ils disent, bah moi je veux juste faire 1m80, 72 kilos, donc c'est pas tant que ça. Donc, est-ce que tu penses vraiment que je dois y aller à fond? Parce que moi, je pensais qu'en faisant un petit peu, je caricature involontairement, en faisant un petit peu, je pensais que ça allait le faire. Mais en fait, 7 kilos de muscles à 36 ans, en débutant en gros à 36 ans, avec un AVC, quelques restes, tout ça, c'est comme si on atteignait la médaille d'or olympique pour soi, en fait. Comme si on atteignait son meilleur potentiel. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et je le dis de plus en plus, notamment quand on commence à un âge tardif, 36 ans, c'est peut-être pas un âge tardif pour certains, mais c'est déjà assez tardif, on a loupé ces meilleures années, qui sont, je vois en courbe BPGF, j'ai beaucoup de gars, de filles qui ont 17, 18, 20 ans, c'est les meilleures années, c'est là où on explose le plus, on progresse à fond. Et ben en fait, 7 kilos de muscles, c'est énorme, et beaucoup de personnes qui vont commencer tardivement n'atteindront jamais le fameux ratio taille-poids dont on a souvent parlé dans les podcasts Superphysique, dans les articles, sur le site superphysique.org ou dans mes articles sur rudicola.com, à savoir 1m80, 80 kilos. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent ça en repère en se disant, bah ouais, bah attends, j'en suis loin, je devrais pouvoir y arriver. Tu vois, là c'est la moitié, 72 kilos, sans trop d'efforts. Ben en fait, pas du tout. Parce que quand on commence tardivement, Vincent, mon pote Vincent, dans le podcast Secret du Sport, ça doit être le 23 ou le 24, qui s'appelle C'est une bête, l'a bien dit, quand tu commences tardivement, au lieu d'avoir un potentiel de 100, ton potentiel c'est peut-être plus que 80, et plus tu vieillis, plus ce potentiel diminue. Donc oui, tu as une marge de progrès, mais elle diminue progressivement à mesure que tu vieillis, et c'est de plus en plus dur de faire du muscle, de perdre du gras, de prendre de la force, parce que tout joue contre toi. Et donc tu ne peux pas dire, moi je veux juste un peu, et donc je vais m'investir juste un peu en espérant que ça fonctionne. D'autre part, le CrossFit, on en a souvent parlé avec June. Alors, ça dépend des box, de la programmation, de ce qui se passe. Mais si ça consiste à faire, malheureusement, entre guillemets, des WOD à chaque fois, des circuits à chaque séance, c'est pratiquement anti-muscle. Faut le dire, c'est du HIIT. Alors bien sûr, il y a des mouvements de muscu, mais avec des faibles poids, parce qu'on débute. Là, il fait 65 kilos, donc forcément, c'est des poids qui sont très très légers. Les crossfitters qui ont un très bon physique, en dehors du dopage, c'est ceux qui font, entre guillemets, du crossfit périodisé, où ils vont faire de la vraie muscu comme nous on préconise, ils vont faire des cycles de force, ils vont faire des cycles d'endurance, ils vont tout séparer, et ils vont pas faire tant de WOD que ça, en fait. Ils vont faire surtout des WOD le jour de la compétition, ou un peu avant, de temps en temps, pour estimer leur niveau. Mais c'est pas vraiment du crossfit, comme on peut le voir, pratiqué par la plupart des gens, qui consiste en fait en des circuits training, avec des poids légers, à toute vitesse, pour sentir qu'on est fatigué, qu'on a fait monter le cœur, qui est une sorte de Tabata un peu plus long, dont on a déjà discuté de nombreuses fois. Donc c'est vraiment anti-muscle. C'est pas le truc qui fait que on va se muscler, c'est comme disait Fabrice, c'est du sport qui, voilà, on n'a pas le reflet du physique sportif. À partir de là, sur l'entraînement en muscu, de full body, comme on l'a expliqué pareil de nombreuses fois, que ce soit dans nos livres, il y a aussi le livre de Fabrice Musculation avec Halter, ou sur les articles du site, c'est quelque chose pour les débutants. C'est bien au début pour apprendre les exercices, pour apprendre la technique d'exécution, mais au bout de quelques semaines, voilà, une fois qu'on maîtrise à peu près les mouvements, parce qu'on les maîtrise jamais complètement, et ben il faut passer sur un half body. Et le half body, c'est un entraînement qui convient à beaucoup de personnes,
à savoir, on peut répartir haut, bas, on peut répartir pec, dos, épaule, bras, cuisses. Il y a plein de répartitions qui sont possibles en half body, mais il faudrait passer en half body. Et en half body, peut-être qu'on aura le temps après de traiter notre question, mais j'en doute vu l'heure. Et ben, en fait, il faut répéter les séances au moins, j'ai envie de dire, à son niveau, 2 fois par semaine. Donc, qui implique 4 séances de muscu. Alors, on peut faire que 3, mais l'idéal, là, si on veut prendre 7 kilos de muscle, ce qui est encore une fois sa médaille d'or olympique, le meilleur niveau qu'il puisse atteindre sans doute, avec ses contraintes, avec sa vie, voilà, ben, il faut mettre le paquet. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, j'ai fini un bouquin qui s'appelait Individualisation de l'entraînement aux éditions INSEP de Adrien Sebaud et de Claude Colombo, qui est assez intéressant. Donc il y a des trucs qui m'ont intéressé. Et dedans, il parle justement parce que certains vont dire ouais mais le full body, les études ont montré que c'était super, c'est vraiment la nouvelle tendance. Non, non, non. Et dans le bouquin, il y a un chapitre sur la réponse individuelle à l'entraînement, à savoir qu'il y a des personnes qui sont non répondeuses à l'entraînement, ils progressent pas, ils prennent pas de muscle quand ils font de la muscu, ils améliorent pas leur capacité cardiovasculaire quand ils font du cardio, tout ça. Et en fait, ils expliquent dedans que les études montrent en fait que ce qui fait que des personnes ne répondent pas à chaque fois, c'est le manque de volume. En fait, il y a certaines personnes très douées, comme d'habitude, qui vont réagir à peu de volume d'entraînement, elles vont prendre du muscle, elles vont améliorer leur cardio. Je simplifie évidemment. Et en fait, ils se rendent compte que jusqu'à 3 séances, ben voilà, il y a des personnes qui sont non répondeuses et que passé ces 3 séances, tu passes à 4, voire 5 séances, notamment en cardio, en fait, il y a de moins en moins de personnes qui ne répondent pas. En fait, là, ils arrivent à un truc, j'ai plus le chiffre en tête, mais genre 90 ou 95% des gens qui répondent à l'entraînement en progressant. Et que donc, encore une fois, c'est une question de volume d'entraînement, comme j'aime à l'expliquer depuis de nombreuses années, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à minimiser l'importance du volume d'entraînement en se disant que si elles mettent plus lourd sur leur charge, elles font 3 séries par exemple pour les bras, et qu'elles mettent plus lourd, et qu'elles le font 2 ou 3 fois par semaine avec un full body, ben elles vont prendre du muscle. Et ben, pour certains, peut-être, mais pour la majorité, c'est un volume d'entraînement qui est pas suffisant durant la séance, parce que c'est le volume durant la séance qui compte, c'est pas que le volume durant la semaine. Le volume durant la séance n'est pas suffisant, et en augmentant le volume, moi je me souviens de Thierry de Sagalos qui avait le forum Planète Muscle à l'époque, qui était un très très gros forum il y a presque 20 ans, c'était il y a 20 ans, le temps passe vite, et qui avait dit exactement cette chose-là. Il avait dit, bah en fait, la plupart des gens disent qu'ils progressent pas, mais dès qu'ils font une séance avec moi avec suffisamment de volume et que je les coach, ils progressent. Et lui, il était adepte vraiment d'un très très gros volume d'entraînement. Et donc, bah, c'est exactement ça. C'est que là, avec le full body, en fait, le volume d'entraînement est pas assez important pour chaque muscle, d'où le passage en half body et ensuite en split, et d'autant plus à mesure qu'on vieillit, à mesure que notre capacité de récupération diminue, parce qu'un half body, c'est quand même très taxant nerveusement. Il y a un moment, si on veut vraiment forcer, entre guillemets, sur chaque muscle, on met de plus en plus lourd, on fait de plus en plus de reps, de plus en plus d'intensité, mais on passe en split, où on va avoir une fréquence d'entraînement moins élevée, mais un volume plus important par séance, et c'est vers ça qu'on tend. Or là, pour prendre 7 kilos de muscle, et ben en fait, il faudrait limiter, arrêter le crossfit. Donc moi, c'est pour ça qu'avec Florian, on va pas travailler ensemble, parce que avec 3 séances de crossfit, c'est mort. Il est pas prêt à passer à une. Moi, voilà, je pense que ça pouvait passer, plus le Krav Maga et 3-4 muscu. On peut commencer par 3 muscu. En général, c'est 3 à 4 le bon compromis. Mais en fait, c'est un truc que je remarque de plus en plus, c'est que on se rend plus compte de la difficulté de prendre du muscle quand on n'est pas dedans. Et j'ai un autre exemple, 2 autres exemples. On a eu sur le forum la semaine dernière quelqu'un qui avait 70 ans et qui m'a mis un message sur mon topic Rudy Koya, posez vos questions. Donc les forums Superphysique sur superphysique.org puis forum. Et qui disait, voilà, je me suis entraîné toute l'année, et puis j'ai pris que 2 kilos, je comprends pas, j'ai 70 ans, vous rendez compte, c'est pas assez, je pensais prendre plus, qu'est-ce que je fais mal, non. 70 ans, il dit qu'il a pris 2 kilos de muscle, donc je sais pas comment il a mesuré ça, mais on va dire, voilà, il a pris 2 kilos de muscle pour simplifier, mais c'est monstrueux. À 70 ans, personne prend du muscle. En fait, à 70 ans, on est à la lutte pour maintenir au maximum sa force, au maximum ses muscles, mais on perd en fait, on ne fait que perdre. Donc prendre 2 kilos de muscle à 70 ans, c'était énorme, ce qui montre une déconnexion. Et cette semaine, justement, je vais attaquer un coaching avec Patrice, je sais pas s'il nous écoute, qui a 70 ans aussi, qui fait 1m80, 80 kilos, qui a un peu de ventre, tout ça, et qui m'écrit, qui me dit, voilà, moi, mon objectif, c'est de prendre 10 kilos de muscle, 70 ans. Et je dis, bah non, mais je dis, Patrice, là, tu m'envoies les photos, tu m'as dit que tu avais cauchemardé des photos. Je dis, on voit que tu es un peu gras, je pense qu'il faut plutôt perdre 6 à 8 kilos. Et pour lui, dans sa tête, donc, ce qui montre encore une fois la déformation qu'on a quand on n'est pas du milieu et les fausses idées qu'on se fait. Il dit, mais attends, si je descends à 74 kilos, donc il a pris 6 kilos en référence, mais ça va sans doute être 8, peut-être 10,
Et ben il dit je vais être un chat maigre, je vais avoir l'air malade, je vais pas être en forme, ceci, cela. Et lui, il s'attendait à pouvoir prendre 10 kilos de muscle à 70 ans en s'entraînant 3-4 fois par semaine, 1 heure 30. Ce qui est en fait impossible. Impossible. Déjà à 36 ans, prendre 10 kilos de muscle sans être particulièrement doué, en étant un peu skinny fat, voilà, 1m80, 65 kilos comme Flo, bah c'est mission impossible, hein. Ou alors faut qu'il divorce, qu'il vende ses enfants, qu'il arrête de travailler, qu'il s'y mette tous les jours. Voilà, c'est un truc impossible. Mais je note de plus en plus une décorrélation entre ce qu'il est possible et ce qu'on souhaite. Et je sais pas comment on est arrivé là, parce que moi j'ai l'impression qu'avec Superphysique, on a quand même essayé de démocratiser les bonnes connaissances en montrant voilà ce qui était possible de faire avec la team Superphysique, en montrant des gens qui avaient 10 ans d'entraînement et plus et qui arrivaient péniblement à un taille poids avec certes un Superphysique, mais péniblement. En faisant la diète à fond, en faisant l'entraînement à fond, en étant jeune en plus, hein, quand on a mis la team Superphysique, on avait tous moins de 30 ans, on était à fond quoi. Il y en a qui travaillaient pas, qui s'entraînaient, ils faisaient que ça. Et donc en fait, la plupart des gens vont jamais arriver au ratio taille-poids. Et pour prendre du muscle, on peut pas faire les choses à moitié. En fait, c'est soit on fait les choses entre guillemets à fond en fonction de ses contraintes aussi. Donc là, 3-4 séances, ce qui est possible normalement pour la plupart des gens, mais 2 full body avec 3 crossfit à haute intensité, bah autant dire qu'on va prendre 0 kg de muscle et qu'il y a de fortes probabilités que bah en fait on soit peut-être voilà en forme, il y a cet impact cardio, on est content tout ça, mais qu'on n'ait même pas une bonne caisse cardio, parce que la caisse cardio, et je finirai là-dessus, c'est le développement de son aérobie, de son endurance fondamentale, qui se fait à basse intensité. C'est ça d'abord la bonne caisse cardio. Après quoi, on met de la haute intensité par-dessus pour développer, voilà, pour exploiter ce qu'on a développé. Mais si on n'a pas ça, en fait, on n'a pas de caisse particulière. C'est pas un circuit de 15-20 minutes, allez, 25 minutes si c'est un gros wood, qui fait la caisse. En fait, c'est juste de l'exploitation de ce qu'on a déjà et non pas du développement. Et c'est pour ça que, encore une fois, je remarque une dissonance entre ce qu'il est possible de faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on est prêt à faire pour atteindre ça. C'est comme on entendait à l'époque, moi j'en fais juste un peu, je veux pas ressembler à Arnold. Non mais t'inquiète pas, avant que tu sois Arnold, tu seras jamais Arnold de toute façon. Donc quoi que tu fasses, tu seras jamais Arnold. Donc c'est pas compliqué. Déjà, et comme il a dit Flo, c'est marrant, je n'ai pas l'ambition de devenir aussi costaud que toi. Bah oui, parce que pour devenir aussi costaud que moi, faut démarrer à 13-14 ans, faut avoir du jus, faut pas faire d'écart pendant des années, il faut s'entraîner pendant 15 ans. Donc c'est sûr que tu seras pas comme moi et en plus bah je fais 15 centimètres de plus. Donc donc c'est mort quoi. Voilà Fabrice. Ouais, deux choses, Rudy. En fait, ce qui est rigolo sur le volume d'entraînement, c'est que de temps en temps, j'étais sur le forum jeuxvideo.com là dans la rubrique, et il y en avait qui critiquaient parce qu'ils trouvaient que les programmes qu'on proposait sur Superphysique, ils étaient pas assez, il y avait pas assez de volume d'entraînement. Il y avait des gens sur ce forum qui étaient restés dans le truc du gros volume d'entraînement comme dans les champions. On va dire pour simplifier, c'était ce truc-là. Et nous, on s'était éloigné de ce truc-là où on trouvait que voilà, les champions, le volume d'entraînement était vraiment trop élevé pour quelqu'un qui est pas dopé. Et donc, on en était arrivé au genre de programme qu'on propose sur notre site où on va dire qu'il y a un volume moyen entre ce que proposait Arthur Jones avec ses 3 full body par semaine et 2 séries par exercice et muscle, et puis ce que faisaient les champions quand ils faisaient, en exagérant, 5 exercices pour les biceps. Donc nous, on était au milieu, et voilà. Et sur jeuxvideo.com, il y en avait qui critiquaient en disant vous faites pas assez de volume. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, avec YouTube ou je ne sais qui, les influenceurs, il y a une très grosse tendance à, soi-disant, on peut être musclé en faisant que 2 fois par semaine et en faisant que 2 séries par muscle ou une série par muscle et tout ça. On a l'impression qu'on est revenu à un peu la team Arthur Jones. Tu vois, Bien sûr, bien sûr. c'est ça. Et donc, nous, on se positionnait, on fait moins de volume d'entraînement que les champions. Et à l'époque, du coup, c'était atypique. Et puis là, maintenant, on est à nouveau atypique parce qu'au final, la tendance serait à faire beaucoup moins de volume qu'avant. Et du coup, nous, on est toujours au milieu et finalement, on n'est jamais dans la ligne, dans la tendance. Bien sûr, mais tu sais qu'il y a des gens qui croient encore que Kazev-Viator, quand il a eu son accident et tout, faisait qu'une série par muscle, je sais plus, 2 ou 3 full body par semaine, il avait pris du muscle comme ça, alors que le type était énorme avant, il a eu son accident, il s'est dopé à fond, et en fait, il s'est entraîné comme un malade en cachette. Voilà ce que dit la légende, en fait. Il a pas juste fait qu'une série, mais il y a des gens encore qui y croient, qui disent, mais si, regardez, j'ai encore vu cette semaine sur Instagram, là, il dit, ouais, vous avez vu Kazev-Viator, c'était l'intensité, une série, ça suffit, blablabla, blablabla. Et c'est vrai, cette décorrélation entre ce qu'il est déjà possible de faire en fonction de son âge, ses capacités, voilà d'où on part, et
et ouais, et ce qu'on peut mettre en place, quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Là, là, Flo est prêt à rien mettre en place, en fait. Il est prêt à faire 2 séances de muscu par semaine. 2 séances de muscu, c'est bien pour débuter. C'est bien pour se maintenir comme moi aujourd'hui, pour exploiter ce que j'ai développé, voilà, mais pas pour développer. Pour développer, il faut plus de séances, et comme je dis, il faut souvent 3 à 4. Et dans le bouquin, c'était bien expliqué, encore une fois. À un moment, tu réponds pas, bah ouais, parce qu'il faut plus de volume, il faut plus de fréquence, plus de volume, il faut se donner les moyens. Et tu ne peux pas, surtout avec du crossfit, des WOD, qui sont, si c'est ça ton entraînement, bah c'est anti-muscle, en fait. Là, c'est anti-tout, ça empiète trop sur la récupération, sachant que à 36 ans, vu ce que tu dis, Flo, t'as pas des capacités de récupération qui sont très importantes. En fait, mais je comprends l'émulation du CrossFit, le fait d'être content d'avoir tout donné, d'avoir forcé, nanana, mais c'est pas ce qu'il faut faire si tu veux prendre 7 kilos de muscle. 7 kilos de muscle, tu peux les faire en prenant 5-6 ans devant toi, 4 séances de muscu par semaine, une de CrossFit ça te fait plaisir, une de Krav Maga, voilà, ça te fait plaisir, avec une bonne diète, et dans 5-6 ans, tu auras pris ces 7 kilos-là. Voilà, c'est ça la réalité qui t'attend, comme à 70 ans, bah en fait, si tu fais de la muscu depuis des années, tu prends plus de muscle en fait. Tu fais tout pour essayer de pas en perdre. Alors peut-être que tu n'optimisais pas tout, et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire avec Patrice, là, avec je démarre lundi. Voilà, on va essayer d'optimiser tout ça. Mais concrètement, si tu prends du muscle, c'est un miracle, quoi. Le but à 70 ans, c'est d'être bien, de pouvoir bouger, d'être mobile, de garder sa force, voilà, de rester autonome. C'est plus ça l'idée. C'est pas d'aller faire un AVC sous la barre pour prendre 0,2 mm de tour de bras. Et encore, si c'est possible. Et la plupart du temps, c'est pas possible. Donc comme ça, c'est réglé, quoi. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression, Rudy, qu'il y a une espèce de tendance lourde. Là, alors je sais pas si on peut appeler ça jeunisme, mais le rapport au corps est en train de changer. Avant, quand tu avais des muscles, donc tu avais des muscles à la place du cerveau, donc t'étais con, et puis en gros, fallait pas trop en avoir de muscles parce que c'était mal vu. Mais là, ça a changé. Et je sais pas si tu as vu là ce qu'on appelle les stars de la Silicon Valley là. Les Oui, Mark bien sûr. Zuckerberg et compagnie, ils se sont mis aussi Et ouais, ils sont tous à la balèzes muscu. maintenant. Et Bien voilà, ils sûr. sont tous balèzes. Et en fait, il y a une espèce de tendance de fond maintenant où avant on pouvait dire, peut-être que c'était encore ce qui comptait dans la société, c'était par exemple d'avoir un bon poste, voilà, de faire une bonne carrière, d'avoir pas mal d'argent, d'avoir beaucoup de possessions, une belle voiture, une maison et tout ça. Et petit à petit, on est en train de changer. On passe d'une société de consommation à une société de loisirs où posséder est moins important qu'avant, même si c'est toujours un petit peu important en termes, comment dire, L'image sociale. voilà, d'image sociale, mais de plus en plus, voilà, on est quand même dans le truc de loisir, de l'expérimentation, et c'est moins important qu'avant. Et le rapport au corps change aussi. Et maintenant, en fait, notre corps doit refléter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qu'effectivement, être visuellement en bonne santé, avoir des abdos, être un petit peu musclé, et ben c'est en train de devenir tendance en fait. Je vais pas dire que c'est un peu comme avoir de l'argent sur son compte ou d'être directeur dans une boîte, mais un petit peu quand même. C'est en train de faire partie Du package. voilà, du package. Ça devient une espèce de package indispensable, et on le voit dans ce que tu reçois, quoi. Qui avant, à 70 ans, t'aurait envoyé un message, j'ai envie de prendre du muscle, de voir mes abdos ou je sais pas quoi, tu vois. C'est complètement improbable quand on pense à ça il y a 20 ans. Mais en fait, si, on a l'impression qu'il y a cette tendance-là où, voilà, beaucoup de gens veulent maintenant des abdos et avoir un corps un petit peu musclé parce que c'est tendance. Et j'ai l'impression que c'est un peu une tendance de fond, en fait. Bien sûr. Bien Parce que sûr. maintenant, en exagérant, n'importe qui peut s'acheter certaines possessions qui socialement véhiculent une image assez élevée. Par exemple, tu prends un leasing et tu peux, si tu as un petit peu de revenus quand même, avoir une belle voiture. Alors qu'avant, les belles voitures, c'était inaccessible. Même à crédit, c'était compliqué. Mais là, déjà, avec les leasings, c'est plus facile. Donc, on voit plein de gens, en exagérant, qui ont des belles voitures, ce qui était pas le cas avant. Où tu peux avoir un téléphone Apple, voilà, qui est considéré comme un petit peu cher, mais en même temps, ça reste accessible. C'est pas impossible. Et du coup, ce qui finalement devient un petit peu impossible ou élitiste, de mon point de vue, eh ben, c'est d'avoir tout le package. Donc, un peu de thunes, une bonne carrière, de vivre une société de loisirs, c'est-à-dire d'avoir voyagé, voilà, d'aller régulièrement dans des restos chics et puis d'avoir montré que voilà, t'es déjà allé dans un resto chic et t'as déjà testé des expériences qui coûtent cher. Et en plus, bah voilà, t'as un bon physique qui est censé refléter ta bonne santé et donc voilà, des abdos, un petit peu de bras et tout ça. Et c'est, je pense, une tendance de fond qu'on a là.
Et c'est assez rigolo de voir Et ces heureusement, changements. bon, heureusement qu'en tout cas, car moi j'aime bien dire heureusement, que un beau corps, entre guillemets, même si c'est subjectif, en fait, ça se mérite, il faut faire des efforts. C'est pas accessible comme de s'acheter un téléphone comme ça du jour au lendemain ou d'aller voir un leasing. Là, il faut vraiment se donner les moyens. Et plus on vieillit, en plus, comme je donne des exemples, voilà, faut y aller, quoi. Parce que là, tu es dans l'optique d'être naturel, hein, Ah, mais oui. voilà, mais en fait, il y a plein de gens qui en ont rien à fiche d'être naturel. Je suis pas sûr que Mark Zuckerberg et compagnie Oui, oui. soient complètement naturels. Je sais pas si t'as vu, il y a ton idole Dana White qui s'est mis torse nu. Et putain, il est énorme. Ah ouais, ouais. Énorme. Tu dis ça sérieusement ou pas? Parce que Ah oui, sous les oui, chemises, on oui. voit qu'il est un peu balèze mais gras, quoi, Ah un non, peu comme non, Monsieur Rogan. il a les abdos et tout, là. Il a mis une photo il y a Ah quoi, il y a une ouais, semaine ouais, ou c'est deux ça. semaines. Type énorme avec des abdos, tiens, énorme. Il est vraiment solide avec des abdos. Tu dis, oh putain, il est pas du tout naturel pour un sou, quoi. Bien sûr, mais tous, t'as Joe Rogan, on lui devine un physique comme ça. Il y avait, je crois que c'était Vince McMahon, il me semble, le patron de la WBF, McMahon, ouais. McMahon. McMahon, voilà, celui qui possédait le catch, il possède peut-être encore, d'ailleurs, je sais plus s'il a vendu, pareil, qui était balèze, etc. Mais en fait, tu vois que c'est pas des physiques naturels, ils ont un physique un peu gonflé, en fait. Bien Tu vois sûr, bien le sûr. truc. Donc on voit qu'ils prennent des Et produits. bah, ils savent pas faire d'efforts, de toute façon. Ils ont pas envie de Voilà. faire la diète. Ils sont mauvais. Ils font peut-être des efforts, mais voilà, on voit Pas assez. ils sont aidés par les produits. Et entre avoir des muscles en état naturel et avoir des muscles en prenant des produits, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc voilà, quand tu dis ça se mérite, oui, non, ça dépend de ta génétique et ça dépend aussi des Ouais, produits. ça dépend si t'es une merde ou pas. Voilà. On va la résumer comme ça. N'importe quoi. Mais bon, je trouve ça, voilà, c'est très marrant de voir ce changement où tout d'un coup, voilà, les gens veulent un bon physique. Avant, voilà, ceux qui faisaient du tennis, ils se préoccupaient pas d'avoir des abdos ou pas. Enfin, quand tu étais inscrit à un club sportif, t'en as rien à foutre de ton physique. Et c'est encore le cas, là, dans mon club VTT de loisirs. Les types, manifestement, n'en ont rien à foutre de leur physique. En gros, ils font du VTT pour le plaisir du VTT. Ils s'en foutent de voir les abdos ou pas. Mais il y a quand même cette tendance où, bah voilà, c'est important que tu sois un petit peu musclé. Ça fait partie de l'idéal maintenant comment dire, d'une classe sociale un petit peu élevée. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ben, allez. Sur ce, on va s'arrêter là parce qu'on est un peu plus d'une heure et il est déjà tard. On espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire directement dans les commentaires sur SoundCloud ou sur les forums Superphysique. Vous avez des questions en plus, donc superphysique.org. Tous les liens dans la description pour aller plus loin, que ce soit pour discuter d'un éventuel coaching, si vous avez un projet sérieux et que vous souhaitez vous donner les moyens. Hein. Sinon c'est pas la peine. Hein. Je vous dirais que ça va pas le faire. Pareil pour nos livres, pour nos formations, tout ça. Bref, si ça vous intéresse, tout est en lien dans la description. Et puis nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous. Salut! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.